Bien, bonjour à toutes et à tous. Nous sommes ravis de vous accueillir dans ce premier congrès dématérialisé et plus particulièrement dans cette session appliquée à la RAC. La RAC ou réhabilitation rapide ou encore récupération améliorée. On reviendra là-dessus. Tout cela recouvre le même concept qui est d'essayer de renvoyer le patient le plus vite possible et dans les meilleures conditions possibles à son domicile. Pour discuter de ce sujet, eh bien, nous avons quatre invités prestigieux. Le docteur Alfonsi, qui est anesthésiste, chef de service à l'hôpital Saint-Joseph à Paris. Le docteur Morgan Le Guen, qui est anesthésiste à l'hôpital Foch à Paris, le professeur Hélène Belleuil, chef de service d'anesthésie et réanimation au CHU de Rennes, et un collègue chirurgien, le docteur Thierry de Polignac, qui est chirurgien orthopédiste à la clinique générale d'Annecy. Je vous propose de tout de suite rentrer dans le cœur du sujet avec peut-être une première question qui va nous permettre de mesurer quelle est la portée pour les patients de ce dont nous allons discuter. Donc la première question, ce sera de savoir de combien la mise en place de ces procédures de RAC réduisent l'incidence de complications et d'événements indésirables post-opératoires. Et on est au cœur du sujet, puisque la vraie question, c'est à qui va bénéficier ces procédures de RAC. Et pour cela, je vais tout de suite passer la parole au docteur Pascal Alfonsi. Merci beaucoup. Avant de répondre à cette question, donc on va essayer d'aborder les différents bénéfices qu'on peut attendre de la mise en place de programmes RAC dans des services, des établissements. Globalement, en fait, tout le monde en bénéficie. On va les distinguer en trois groupes. Il y a d'abord les patients, il y a les soignants, et puis il y a ce qu'on pourrait appeler de manière générale l'institution. Alors, les patients, c'est clair qu'ils bénéficient totalement de la mise en place des programmes RAC, puisque ça va agir pour la première fois, on va les mettre au centre de la partie. On va tout faire pour qu'eux-mêmes récupèrent le plus rapidement possible leur autonomie. On va tout faire pour les accompagner dans cette démarche. On va améliorer la qualité des soins puisqu'on va se poser des questions sur nos procédures et notre façon de faire. Et donc par ce biais-là, on va réduire la morbidité et les complications post-opératoires. Et dernier point, c'est que ce patient il sera tellement au centre de bénéfice, le centre de la pratique, que lui-même, on va le former. On verra après, avec les autres participants à cette table, que tout le monde doit former les patients avant l'intervention, d'une manière ou d'une autre. Et enfin, dernier point, il faut bien comprendre que cette prise en charge de RAC, elle se passe dans un univers qui est totalement sécurisé, totalement protocolisé, et tout ça pour le bénéfice du patient. Les deuxièmes catégorie qui bénéficie énormément de la mise en place des programmes RAC, c'est que ça va changer totalement notre façon de fonctionner dans des services et des établissements. Puisque pour l'instant, on travaille chacun, nous sommes tous des spécialistes, chirurgiens, anesthésistes, infirmières, kinés, nous sommes tous des spécialistes qui travaillons et qui faisons le mieux possible. Et bien là, il faut apprendre à travailler collectivement, à travailler en équipe. Et ce fait de se travailler en équipe, ça commence par se mettre autour d'une table, à discuter et à mettre en place un programme. Et ce programme, il faudra qu'il soit appliqué et ce programme doit être consensuel et adapté à la structure. Et puis, mettre en place un programme RAC, c'est l'occasion de déployer des nouvelles méthodes de travail, des nouvelles techniques. Et ce qui est vrai, c'est que quand on met en place des programmes RAC dans une structure, eh bien en fait, ça améliore les conditions de travail des soignants. Et c'est un sujet qui aujourd'hui est assez sensible. Eh bien, un bon moyen d'améliorer les conditions de travail, c'est de mettre en place de la réhabilitation. Et puis enfin, le dernier point, le dernier groupe qui profite de la mise en place des programmes RAC, et ce n'est pas négligeable, c'est ce qu'on pourrait appeler l'institution de manière générale, c'est qu'à partir du moment où on va réduire la durée de séjour, à partir du moment où on va réduire les besoins de recours en soins de suite et de rééducation, eh bien obligatoirement on va réduire les coûts et par rapport à notre économie qui souffre de temps en temps de déficit et de délicatesse, eh bien, ça permet d'améliorer à la fois la qualité des soins et de réduire les coûts de la santé. Et puis,
ça participe à l'évolution de nos établissements, puisqu'en fait, l'hôpital évolue depuis plusieurs siècles d'une structure qui était de l'hébergement, où on regardait les gens soigner, mais souvent mourir, à des plateaux techniques hyper performants, avec des gens il n'y a plus d'hébergement dans un hôpital, mais les gens sont de nouveau hébergés chez eux, où ils sont beaucoup mieux. Donc en conclusion, la mise en place de programmes RAC, c'est une organisation où tout le monde est gagnant. Institutions, patients et les soignants également. Et puis pour répondre à la question que posait Marc au départ, en effet, la mise en place des programmes RAC permet de réduire de 40 à 50% les complications après une chirurgie colorectale, à une seule condition, c'est qu'il ne suffit pas d'inscrire les paramètres dans un programme RAC, il faut les appliquer. Et cette réduction, on l'observe que si on applique un maximum de paramètres. Merci beaucoup Pascal. Donc, le bénéfice, il est avant tout pour les patients. Et c'est vrai qu'on entend encore dire de temps en temps, la RAC, c'est jeter les patients dehors pour pouvoir fermer les lits dans les hôpitaux. C'est un peu la vie dure, hein, cette image. Oui, mais c'est l'image qu'on avait également quand on a mis en place l'ambulatoire. C'est aussi un problème de communication et de mise en place. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que les patients ne sont pas jetés à la rue. Il y a des critères de sortie et on s'astreint à respecter ces critères de sortie. Ça peut être une présence de fièvre ou une douleur insupportable, ou la personne qui ne puisse pas rentrer chez elle pour une raison X ou Y. Donc les gens ne sont pas du tout mis à la rue. Et la fermeture de lits, non, ce n'est pas l'occasion. En fait, les établissements n'utilisent pas ce prétexte-là pour fermer des lits, parce qu'en fait, ils ont besoin de lits pour mettre des patients, parce qu'on a une population qui vieillit, donc on a de plus en plus de patients à opérer. Tu parles de sortie des patients, donc ils sortent... Ils sont pris en charge par des professionnels de ville. C'est quoi les liens actuels entre les programmes de réhabilitation rapide et la médecine de ville ? Pour être tout à fait honnête, pour l'instant, les liens sont assez faibles. Mais ça tient à plusieurs facteurs. D'abord parce que jusqu'à présent, l'organisation entre l'hôpital et la ville, c'est plutôt assez séparé et segmenté. Et donc probablement, dans le fait de développer l'ambulatoire, de développer les programmes de réhabilitation vont nous obliger à communiquer de plus en plus avec nos collègues qui exercent en ville. Et aussi l'autre phénomène qui se passe, c'est qu'il faut bien comprendre que les médecins qui sont installés en ville, pendant leurs études de médecine, on leur a jamais parlé d'ambulatoire, on leur a jamais parlé de réhabilitation. Et donc pour eux, ils vivent sur les acquis qu'ils ont eus comme externes, comme étudiants en médecine, et ils ont du mal à imaginer, à concevoir qu'on puisse évoluer. Pascal, on a une question d'un internaute sur le positionnement des patients. Est-ce que les patients sont suffisamment informés ? Est-ce qu'ils sont prêts ? Est-ce que les patients français sont psychologiquement prêts à être pris en charge dans ces programmes de RAC ? Ils sont tout à fait prêts à être pris en charge dans ces programmes RAC s'ils sont correctement informés, si on leur explique exactement tous les bénéfices qui sont attenants à la mise en place de ces programmes. Et dans toutes ces conditions-là, on a toujours une adhésion très très forte des patients. Et ils sont même moteurs, c'est-à-dire que si on ne respecte pas le programme RAC, de temps en temps, ils reviennent vers nous, ils disent « mais on m'avait dit que j'aurais mon plateau repas ce soir, et pourquoi je ne l'ai pas eu ?» Et ainsi de suite. Et donc ils sont acteurs de leurs soins, et ils comprennent tout à fait tous les bénéfices qu'il y a à être debout, marcher, et avoir tous les moyens pour. Thierry, tu voulais faire une remarque ? La remarque par rapport à la médecine de ville, je pense que les médecins généralistes, on doit leur expliquer, pour ne pas leur faire peur, qu'un patient en RAC et en ambulatoire va sortir plus vite, mais parce qu'il va mieux. Et leur faire comprendre que ça ne va pas être une surcharge de travail pour eux. Donc ça, c'est un point essentiel à communiquer. Et puis, pour les paramédicaux, les infirmières, les kinés de ville, le fait aussi de rentrer, eux, dans une dynamique RAC, peut-être de rencontrer les patients avant l'intervention, ça va permettre aussi de programmer les séances de kiné, d'anticiper leur planning. Donc je pense que les paramédicaux de ville ont aussi un bénéfice, comme nous, à mieux organiser leur temps, et on n'aura plus de patients qui vont sortir en disant « je ne trouve pas de kiné ». Je suis tout à fait d'accord avec toi. Et c'est pour ça qu'il est très important de mettre en place au sein de nos établissements des consultations infirmières en préopératoire qui vont justement préciser tout cela avec le patient et qui vont établir la sortie du patient, anticiper pour que quand le patient rentre chez lui, en fait, il y a déjà l'infirmière qui va se présenter pour les soins. Et le kiné aura déjà... Et par exemple, en orthopédie, ce qui est clair, c'est que depuis que vous faites de la préparation physique en préopératoire, c'est un excellent moyen de fidéliser le patient à un kiné en post-opératoire. C'est beaucoup plus facile après pour le trouver.
Pascal, j'ai envie de te poser la question, si on fait sortir les patients plus rapidement, est-ce qu'il n'y a pas un risque qu'un plus grand nombre reviennent à l'hôpital secondairement ? Eh bien, toutes les études, en tout cas, montrent le contraire. C'est-à-dire que ce soit en chirurgie colorectale, que ce soit en chirurgie orthopédique ou quelle que soit la spécialité, on n'a jamais trouvé de taux de hospitalisation avant J30 quand les patients étaient pris dans un programme RAC ou quand ils étaient pris dans un programme standard. Probablement aussi parce que en fait, on fait tellement bien les choses, entre guillemets, que le taux de complications diminuant, il y a peu de raisons que les gens reviennent. Et après, on se rend compte que quand ils reviennent au début, c'est parce qu'il y a eu un défaut d'information. C'est une douleur qu'ils ne comprennent pas bien parce qu'on ne les a pas bien informés. Et donc ça renforce le besoin de communiquer avec les patients en préopératoire, éventuellement de garder un lien avec eux en post-opératoire d'une manière ou d'une autre. On a l'impression que ces notions, elles sont bien passées. Il y a 88% d'entre vous qui ont répondu que la mise en place de la RAC réduit de 50% l'incidence de complications. Pourquoi ça réduit l'incidence de complications ? Eh bien parce que, en fait, on vivait, si je prends par exemple l'exemple de la chirurgie colorectale, on vivait sur des dogmes. Par exemple, il ne fallait pas donner à manger aux patients avant une reprise de transit. Et on s'est rendu compte qu'en fait, ces 2-3 jours pendant lesquels le patient n'était pas correctement alimenté étaient délétères. Et le fait de simplement donner à manger au patient avant la 24e heure post-opératoire réduit de manière significative le taux de complications infectieuses chez les patients. Ça réduit également probablement le taux de fistule colorectale. Et donc, pour tous ces éléments-là, la remise en question des dogmes, le fait d'avoir changé des pratiques, permet de réduire le taux de complications. Alors on va parler par la suite de la chirurgie colorectale, de la chirurgie orthopédique. Toutes les chirurgies se prêtent à l'application de ces protocoles de RAC ? Absolument toutes les chirurgies se prêtent à ça, et je dirais même... Et je pense que mes collègues collègues vont développer la chirurgie cardiaque. Mais de toute façon, à la limite, les précurseurs ont été les chirurgiens cardiaques, ce qu'ils appelaient à l'époque la fast-track surgery. C'était déjà comment réduire la durée de séjour dans les réanimations pour réveiller le plus vite possible les patients pour qu'ils puissent se réalimenter, se remobiliser le plus rapidement possible. Donc ça a commencé, je dirais même avant Kellett, même si c'est Kellett l'inventeur du concept. Kellett, c'était il y a 20 ans. Ça a été quoi les grandes avancées depuis Kellett sur la mise en place de la RAC ? Je pense qu'on en parlera un petit peu après, mais globalement, les grandes avancées par rapport au programme initial mis en place par Kellett, d'abord il y a eu les progrès chirurgicaux, c'est-à-dire que quand Kellett a commencé, c'était la laparotomie, et on est passé aux techniques mini-invasives, que ce soit la laparoscopie ou la parotomie, ou même sur le plan chirurgical, des voies d'abord, quand c'est possible, qui soient moins invasives. Et puis, c'est la mise en évidence, par exemple, de phénomènes délétères comme le développement de résistance à l'insuline et les moyens de lutter contre la résistance à l'insuline, on verra après. Et puis, surtout, la remise en question de tout un tas de dogmes que Kellett n'avait peut-être pas tous vus, parce qu'il ne pouvait pas être précurseur de tout, mais petit à petit, on bouscule les choses et on arrive à remettre les choses à plat. Et surtout, ce qu'il faut garder, c'est que cette dynamique de remettre en question nos pratiques au quotidien, eh bien, c'est quelque chose qu'on doit garder. Les programmes RAC ne sont pas là pour remplacer des dogmes anciens. Ils doivent évoluer. Les items de chaque programme doivent changer et être réévalués systématiquement. Une question d'un de nos auditeurs, une question rapide, réponse rapide. Il y a un intérêt pour le personnel soignant à mettre en place ces procédures de RAC ? Oui, principalement par le biais de la satisfaction. Il est clair que quand on met en place des programmes RAC, eh bien, on améliore l'ambiance générale de travail et tout se passe dans un travail d'équipe où tout le monde participe, du brancardier jusqu'aux praticiens. Tout le monde bénéficie de la mise en place des programmes RAC. Merci beaucoup Pascal. La RAC, finalement, on en connaît bien des principes, mais on bute chacun de nos institutions sur les difficultés à mettre en place certains programmes pour divers facteurs. Et on a demandé donc à Morgan Le Guen de nous faire un rapide aperçu de comment on peut mettre en place. L'expérience qui a été mise à Foch est tout à fait intéressante. Et donc, Morgan, comment on peut au mieux mettre en place un système une procédure de RAC dans un établissement ?
Oui, merci Marc, bonjour à tous. Donc effectivement, on a vu qu'aujourd'hui, on a un certain nombre de guides et d'éléments qui font le programme de réhabilitation, et que la difficulté probablement, c'est de la mettre en place en pratique. Dans les éléments, un élément fondamental qui a été cité, c'est le collectif. C'est-à-dire que ces programmes de réhabilitation rapide post-opératoire font intervenir un certain nombre d'acteurs. Ils sont souvent initiés soit par les chirurgiens, soit par les équipes d'anesthésie-réanimation. On a vu qu'il y avait un lien, et on pourra en discuter encore avec le médecin traitant, par le médecin de ville en particulier. Et puis il y a des acteurs auprès du patient, les acteurs paramédicaux, les infirmières, les aides-soignants pour le premier levé, pour les premiers accompagnements en dehors du lit, sont des intervenants essentiels. Les kinésithérapeutes, voire les assistantes sociales. Et là, il va falloir les faire intervenir non pas au cours de l'hospitalisation, mais en amont de l'hospitalisation pour préparer le retour au domicile dans les suites post-opératoires. Ces programmes s'adossent de recommandations. On a une RFE qui a été réalisée de façon commune entre des chirurgiens et des anesthésistes, qui est parue en fin 2014, qui donne tous ces guides, mais qui insiste assez peu sur le côté pratique d'implémentation de ce programme dans les établissements de soins. Et puis il y a la pression, on va dire, des autorités de santé, des tutelles, pour avancer dans le retour au domicile. Il ne faut pas oublier un intervenant qui est la direction de l'hôpital, qu'il va falloir investir au sein des équipes dans la mise en place de ces programmes. Et puis surtout, c'est le patient au centre. On a beaucoup discuté du patient avec Pascal sur la présentation précédente. Je crois que c'est un véritable acteur, et on va revoir dans une diapositive ensuite son rôle en tant que soigné, mais aussi en tant que conducteur de ce programme de réhabilitation. Et puis il y a la famille. Je pense qu'on est encore très timoré, très timide sur l'implication de la famille dans ces programmes de réhabilitation. Ils peuvent aider les soignants dans la réhabilitation lorsque le patient est encore hospitalisé dans les établissements. Donc il y a des éléments de réussite, et si on veut mettre en place un programme de réhabilitation, je pense que il ne faut pas inventer les choses, il faut voir ce qui se fait ailleurs, comment ça marche, et il faut aller rencontrer. C'est un travail d'équipe là aussi, donc il faut aller rencontrer d'autres équipes qui ont mis en place ces programmes, voir un petit peu ce qui se fait ailleurs, dans un environnement particulier. Ensuite, il va falloir l'appliquer dans son propre environnement de soins. Parce que le territoire de santé est différent selon les endroits où se fait cette mise en place. Il y a un élément important qui nous a été notamment retourné pour certains soignants, c'est jouer les bons rôles avec les bons acteurs. Je crois qu'on ne peut pas demander forcément au kinésithérapeute d'être impliqué tous les jours auprès du patient. Il faut qu'il ait ses missions, et sa mission, c'est le retour à domicile, c'est la statique, c'est le lever, la mobilisation, le fait de monter des marches ou descendre un escalier, mais ce n'est pas forcément le premier lever. Il va falloir réfléchir sur ses premières actions au lit. Et puis, on l'a dit, je pense qu'il faut démarrer avec un patient, deux patients qui sont peut-être hyper sélectionnés par les chirurgiens, par l'équipe, mais derrière, il faut réfléchir à généraliser la prise en charge de réhabilitation rapide pour tous les patients dans un service, pour éviter d'avoir deux parcours de soins qui rendent les choses un petit peu compliquées, qui vont rendre notamment la planification infirmière compliquée. Il faut impliquer la direction, je l'ai dit, et je pense que l'intérêt, et on l'a dit encore, c'est un enjeu collectif. Le fait d'appartenir à des groupes peut avoir un intérêt. Il y a plusieurs groupes autour de la réhabilitation rapide post-opératoire. Je l'ai dit, le patient est au centre. L'information est essentielle si on veut éviter les échecs de ce parcours. Et elle doit être multimodale et multitemporelle. Elle doit intervenir à différents moments. Elle commence dès la consultation chirurgicale, elle se poursuit avec la consultation d'anesthésie. Et aujourd'hui, on a la mise en place de ces structures de consultation infirmière préopératoire. Et je pense que c'est un moment essentiel pour redonner de l'information, réexpliquer les objectifs de cette récupération et voir un petit peu l'environnement, préparer l'environnement du patient pour la suite. Ça s'appuie sur des informations, on va dire, visuelles, ça peut être des clips, des supports vidéo, et ça s'appuie sur de l'écrit. Je pense que le livret ou un livret imagé est important, et on a, nous, travaillé beaucoup sur le fait de donner
un chemin clinique aux patients avec jour après jour, de façon illustrée, les actions qui vont être menées. Et cet enjeu, il est double. Il permet de planifier pour l'infirmière les actions, c'est-à-dire que c'est un programme, ça passe pour prescription dans les services, et le patient est miroir, et il peut dire effectivement, je n'ai pas eu mon repas, on ne m'a pas enlevé ma sonde urinaire à J1, pourquoi? Et il va un peu insister et permettre la généralisation et l'amplification de ces diffusions de programmes. Il y a des obstacles, néanmoins, on a vu tous les intérêts, il faut penser à certains obstacles. Je pense qu'il faut lutter contre le discours de réduction de DMS, c'est pas un objectif en soi, c'est finalement la conséquence d'une réhabilitation qui se passe bien. Le premier objectif, c'est le retour au domicile dans de bonnes conditions, c'est l'amélioration de la qualité du soin pour le patient. Et ça, je pense que c'est un discours qui est important de tenir, et auprès du patient en particulier. Il faut impliquer donc différentes tutelles, et aujourd'hui, il y a la CNAM qui peut nous aider. Il y a une discussion sur la charge de soins. Et il faut voir que cette charge de soins, il faut la valoriser, et il y a tout un élément d'appréciation, de satisfaction des soignants pour la réussite de ce programme. Et puis il y a effectivement la sortie avec peut-être une contractualisation de la date de sortie qui va permettre de donner un repère à tout le monde, à toute l'équipe, pour le succès de cette réhabilitation. Et puis la réhabilitation, c'est bien, c'est peut-être un peu tard, et il faut envisager peut-être d'autres procédures, puisque si le patient arrive altéré sur le plan fonctionnel au bloc opératoire, ces tentatives de réhabilitation risquent d'être un petit peu plus compliquées à mettre en œuvre, et donc il y a tout un axe de réflexion à tenir auprès de ces patients. Voilà. Merci beaucoup, Morgan. Tu as montré dans ta première diapositive, je vais tout de suite rebondir là-dessus, que le patient était au centre, mais sur ta diapo, tu as mis le patient et sa famille. C'est quoi le rôle de l'entourage ? L'entourage va permettre plusieurs choses. Un, il est nécessaire pour le retour au domicile, pour poursuivre finalement et pour encadrer le patient dans son retour au domicile. Et il va être intéressant de l'avoir à l'hôpital, et c'est éventuellement l'extension des durées de visite, etc., plus le matin, ce qui n'est pas fait dans beaucoup d'établissements, mais le matin et l'après-midi, pour aider à la mobilisation du patient, aider au premier repas, aider à différentes actions, la mobilisation, la toilette, etc., et l'emmener à la cafétéria, et donc participer, être impliqué dans ces programmes pour atteindre les objectifs qui sont un nombre de pas par jour, le fait de prendre les escaliers. Je pense qu'il faut vraiment les impliquer là-dedans, et pour le message et l'information auprès du patient. Oui, juste je voulais rebondir sur ça, c'est que je pense vraiment qu'il faut prendre le modèle de la réanimation, des réanimations qui se sont ouvertes, et maintenant on ne reviendrait jamais en arrière parce qu'on en a vu le bénéfice, et je pense qu'en anesthésie on est un petit peu en retard sur ça. La rapport en pédiatrie, c'est normal que les parents viennent avec les enfants jusqu'au bout, et on pourrait se demander pourquoi on ne fait pas ça pour les adultes, parce qu'il y a probablement, certainement un bénéfice quand on est un adulte à avoir son conjoint ou quelqu'un de sa famille avec soi dans la majeure partie des moments pendant lesquels on est à l'hôpital. Donc c'est évident que là, il y a un bénéfice. Morgan, tu nous parles des patients sans aucune distinction. Est-ce que la RAC, ça s'applique à tous les patients, même les plus fragiles ? Alors, c'est une excellente question. Comme je l'ai dit, je pense que le démarrage d'un programme, il faut, pour le succès, trier son patient et valoriser les premiers succès dans le cadre d'un programme de réhabilitation rapide. Ensuite, effectivement, le panorama des patients et les morbidités des patients font que ça peut être plus ou moins difficile. Et je pense qu'il faut réfléchir dès le départ à différentes filières de soins, à différents objectifs. Tous les objectifs ne sont pas les mêmes pour un patient de plus de 75 ans, le patient obèse, etc. Mais ces programmes de réhabilitation, ils existent, ils ont montré des succès, même chez des patients super obèses ou des patients très âgés porteurs de morbidité, mais les objectifs ne sont pas les mêmes. Et il faut réfléchir dès le démarrage à quels sont les objectifs que l'on donne pour tel et tel type de patient. Et je pense que c'est vrai pour le patient et c'est vrai pour les chirurgies. On l'a dit tout à l'heure avec Pascal, je pense qu'on peut généraliser cette réflexion, cette culture de la réhabilitation rapide à différents types de chirurgie. On l'a mis en place pour la chirurgie thoracique, on le met en place pour la chirurgie urologique. Il n'y a pas de... voilà, c'est un concept, c'est une réflexion, c'est une culture de soins, et il faut que ce soit effectivement implanté par tous et pour tous.
Thierry, tu veux faire un commentaire ? Alors moi, je voulais te faire un petit commentaire sur l'implémentation de la RAC dans un établissement. On l'a vu, c'est un travail d'équipe essentiel. Et nous, dans notre établissement, pour formaliser, pour protocoliser toute cette prise en charge, eh ben, on a monté un comité RAC, comme il y a un CLIN, comme il y a un CLUD. Et ce comité RAC qui est donc formé chirurgiens, anesthésistes, paramédicaux, administratifs, a établi des protocoles très précis. Et ça permet aussi, pour implémenter la RAC, de rassurer aussi les chirurgiens, les anesthésistes, parce qu'au départ, on connaît tous la théorie, et en pratique, c'est pas toujours aussi évident de passer à des durées courtes, voire en ambulatoire. Et le comité RAC me semble une excellente idée. Je vais rebondir là-dessus. On a une question d'un auditeur qui est faut-il nécessairement passer par un audit dans le service avant d'instaurer un programme RAC ? Morgan. Alors non, je pense pas. Je pense qu'il faut que ce soit, là encore, un objectif collectif. On n'a pas besoin de faire le bilan du passé. Il faut se projeter dans l'avenir. Il faut aller vers... Aujourd'hui, c'est le parcours de soins qui va se standardiser. Et donc, il faut y aller. Et ensuite, peut-être réfléchir sur l'adhésion à différents items. C'est-à-dire que pour chaque chemin, il y a un certain nombre d'items qui existent et d'objectifs à atteindre. Et si on veut réussir l'implémentation de ces programmes de réhabilitation, il faut vraiment atteindre 80% de ces items si on veut que l'ensemble du parcours marche. Donc c'est plus là-dedans. L'audit, il va servir à montrer que l'on est sur la bonne voie, mais il ne faut pas faire un audit du passé. C'est un audit sur est-ce qu'on a atteint l'ensemble des objectifs pour un parcours de soins donné, pour effectivement pouvoir généraliser et rentrer ça dans la culture de service. Pascal, tu veux faire un commentaire ? Oui, c'était juste pour compléter ce que vient de dire Morgan. Je pense en effet que ça ne sert à rien en soi de faire l'audit de ce qu'on fait, mais par contre c'est important de faire un état des lieux au départ. Parce que c'est ce qui va... On se rend compte que globalement, quand on met en place un programme RAC, on applique spontanément entre 40 et 50% des paramètres du programme, parce que c'est notre pratique quotidienne. Et il va falloir implémenter 2, 3, 4, 5 nouveaux paramètres, 5 nouveaux changements. Et à ce moment-là, faire un petit audit au départ, ça permet de bien individualiser les axes de développement et ça permet aussi de bien voir la progression. Donc, et on peut utiliser l'audit comme un outil d'amélioration du déploiement des programmes RAC. Parce que ça permet aussi de renforcer l'adhésion des acteurs quand ils voient que les chiffres s'améliorent au fur et à mesure. Est-ce qu'on a des critères prédictifs de réussite ? Tu nous en as un petit peu parlé avec la préparation du patient. Est-ce qu'en quelques minutes, tu peux nous dire s'il existe actuellement des critères prédictifs de bonne réussite ou de mauvaise réussite de RAC ? Alors, l'autonomie du patient, la capacité fonctionnelle du patient est déjà un élément très important et c'est pour ça que, notamment en chirurgie orthopédique, on va le préparer avant son intervention. Donc oui, la capacité fonctionnelle est importante. Aujourd'hui, on a des marqueurs. On sait qu'un patient qui marche plus de 400 mètres sur un test de 6 minutes, il a une capacité fonctionnelle qui est tout à fait satisfaisante. S'il marche plus de 2 étages, on est sur des capacités fonctionnelles intéressantes. Par contre, marcher moins de 250 mètres, c'est un risque de complication en soi qui est excessivement important, voire de mortalité en post-opératoire. Donc tout l'enjeu aujourd'hui, c'est éventuellement pour certains patients, les patients les plus âgés, les patients ressentis comme étant les plus fragiles, il va falloir travailler sur cette fonction. Et on peut travailler en amont sur cette fonction, et c'est aujourd'hui l'enjeu des programmes de préhabilitation comme développés au Canada, qu'on essaye de mettre en place, qui vont préparer en termes physiques, en termes nutritionnels, sur le contrôle des morbidités, le diabète, l'anémie martiale, etc., pour avoir un patient optimisé le jour de son intervention chirurgicale. Merci bien. On va passer maintenant un peu à l'application pratique de ces concepts de RAC avec 2 modèles chirurgicaux particulièrement bien étudiés. Et je vais passer la parole au professeur Hélène Belleuil qui va nous parler de la chirurgie colique. C'était le début, la chirurgie colique. Les premiers articles de Kellett, c'était la chirurgie colique. Je vous propose une question, un petit quiz avant qu'Hélène prenne la parole. Quelle est la durée actuellement, la durée d'hospitalisation pour une chirurgie colique simple par célioscopie chez un patient de niveau de sévérité 1 en 2016 actuellement en France. La proposition qu'on vous fait, c'est 7 jours. Est-ce que selon vous, c'est vrai ou c'est faux ? Hélène, je te passe la parole.
Merci beaucoup. Donc effectivement, on va parler de la chirurgie colorectale qui était le modèle en réhabilitation rapide, puisque les premières publications, les premières expériences, c'était sur la chirurgie colorectale. Alors, on pourrait parler de beaucoup de choses. Si on parle de la chirurgie colique, je me suis focalisée sur quelques points qui me paraissaient fondamentaux. Le premier, c'est l'alimentation. Alors pourquoi je me suis focalisée sur l'alimentation? Parce que, on se rend compte que c'est un élément de blocage au niveau des soignants et au niveau des patients aussi. C'est vraiment un élément de blocage parce que c'est changer complètement les habitudes des soignants et des patients. C'est changer cette idée qui est dans le grand public avant et après la chirurgie. En gros, on sait qu'on ne va pas manger pendant longtemps et que le grand public a cette idée ancrée que c'est dangereux de manger en fait autour de la chirurgie. Et la deuxième raison, c'est qu'en fait, quand on s'attache à ça, c'est pour revenir à ce qui a été dit avant, c'est que en fait, ça fait partie de la satisfaction des soignants dans un programme de réhabilitation rapide de un peu s'organiser et s'impliquer dans l'alimentation des patients. Donc là, je vous montre, donc c'est l'alimentation en préopératoire et en post-opératoire. Je vous montre ce qu'on fait à Rennes. Et vous voyez, donc les patients, ils arrivent à pied au bloc, ça c'est très important. Ils arrivent le matin à l'hôpital, ils arrivent à pied au bloc opératoire. Le bloc opératoire, on leur a montré avant, quand ils ont eu leur consultation avec une infirmière, elle leur a montré où était le bloc. Donc le jour où ils viennent, ils ne sont pas surpris, ils savent où c'est, on leur avait montré. Au bloc opératoire, on a organisé, et là vraiment c'est pour dire que c'est facile si on se prend en main, on l'a fait à deux avec une amie chirurgien. On a fait un petit coin parce que les patients quand ils arrivent à pied au bloc, il faut bien les mettre quelque part, et donc on a été chez Ikea, on a acheté des chaises et on a amené des magazines de chez nous pour qu'ils aient un petit coin avant de rentrer dans le bloc. Et donc, évidemment, il n'y a pas de prémédication. Ils viennent à pied au bloc opératoire. Vous savez bien que la prémédication, aujourd'hui, son bénéfice est largement remis en cause. Et on a fait ces affiches que vous voyez là sur le jeûne préopératoire qui sont à destination des soignants et des patients qui permettent de remettre en cause tous ces dogmes. Et c'est expliqué aux patients sur les informations, c'est que non seulement ils peuvent, mais il faut qu'ils mangent et qu'ils boivent. Et donc, c'est 6 heures pour les solides seulement, c'est pas 12 heures. Et les liquides, c'est 2 heures, c'est les liquides clairs. Et donc les patients, comme ils viennent de chez eux le matin, bien avant de partir de la maison, ils ont bu un café ou ils ont bu un thé. Et donc en pré ou en post-opératoire, l'idée c'est que les patients mangent. Et vous voyez sur la partie gauche de la diapo, non seulement les patients ils mangent, mais l'idéal, l'hôpital idéal, ça serait qu'ils se lèvent pour aller manger. Et alors ça, c'est déjà le cas dans certaines structures. Par exemple, en maternité, c'est assez classique que les patientes se lèvent pour aller chercher leur petit déjeuner. Pour le moment, ce n'est pas le cas. Enfin, c'est peut-être le cas dans vos structures, mais dans la plupart des hôpitaux, ce n'est pas le cas. Les patients sont servis au lit ou dans leur chambre. Mais quand on essaye de redessiner son hôpital, quand on travaille sur une nouvelle structure, comme par exemple chez nous, c'est le cas, eh bien, on essaye de penser à des organisations comme celle-ci, c'est-à-dire que les patients ils vont aller se lever pour aller voir la télé. La télé ne sera pas dans la chambre. Ils vont se lever pour aller manger. Alors, quand il s'agit du bénéfice de l'alimentation préopératoire, c'est le bénéfice clinique, il est clairement démontré. Ce n'est pas que pour la satisfaction des patients, c'est aussi parce qu'on sait que c'est associé à moins de complications en post-opératoire. L'idéal, c'est évidemment la solution carbohydrate, où il y a beaucoup de littérature. Donc ici, vous avez une méta-analyse qui vous montre que ça réduit la durée de séjour de 1 jour et ça réduit les phénomènes d'insulinorésistance. C'est une méta-analyse avec plus de 1600 patients. Donc les carbohydrates en préopératoire, c'est quoi? C'est des solutions qu'il faut quand même prendre 400 ml, c'est quand même un gros volume. Il y a des solutions qui sont vendues dans le commerce, qui sont assez chères. Il y a aussi la possibilité de faire un peu ces solutions maison. Il y a un vrai bénéfice à ça, puisque, comme vous le voyez sur ce graphique, ça diminue les phénomènes d'insulinorésistance. Si vous voyez, donc vous avez la sensibilité à l'insuline en ordonnée. Si vous voyez la courbe bleue, c'est ce qui se passe quand on fait un parcours standard, donc un jeûne un peu prolongé en préopératoire, et puis une réalimentation très progressive en post-opératoire. Et vous voyez au-dessus en rouge ce qui se passe quand on doit donner des carbohydrates en préopératoire et qu'on est réalimenté en post-opératoire immédiat. Vous voyez que cette zone de modification de la sensibilité à l'insuline est largement modifiée. Donc il y a un vrai bénéfice médical pour le patient. Alors l'alimentation, ça c'était le préopératoire, mais en post-opératoire c'est aussi vrai. Et il y a beaucoup d'arguments dans la littérature. Ici c'est à nouveau une méta-analyse qui vous montre que les patients, quand on les réalimente plus tôt, la durée de séjour est réduite. Il y a moins de complications, c'est important. Et vous voyez que la diminution elle est importante, elle est d'environ 30%.
Et vous allez me dire, mais c'est augmenté, et à ce moment-là, ils vont vomir. Non, ils vomissent pas. Si vous voyez les résultats, même si c'est en petit, il y a moins de vomissements, il n'y a pas plus de repose de sonde nasogastrique. La mortalité, bien évidemment, n'est pas modifiée. Et ça n'augmente pas le risque de lâchage d'anastomose ou de pneumopathie ou d'infection de paroi qui pourrait être des craintes. Donc il n'y a que du bénéfice à réalimenter précocement les patients. Donc ça veut dire quoi précocement? Ça veut dire chirurgie colique le matin et dans l'après-midi, on commence déjà à lever les patients, à leur donner une alimentation. Voilà ce qui était pour l'alimentation. Le deuxième point sur lequel je voulais me focaliser, parce que c'est un sujet un peu de controverse dans la chirurgie colique, c'est les anti-inflammatoires. Les AINS, vous savez que dans la chirurgie colique ou en dehors, c'est notre meilleur ami en termes d'analgésie. C'est l'antalgique le plus puissant qu'on a à notre disposition, bien qu'il y ait beaucoup de contre-indications. Mais si on est en dehors des contre-indications, eh bien, il faut essayer de ne pas s'en passer. Le problème de la chirurgie colique, c'est qu'il y a eu des études qui sont parues dans les années 2012-2013 qui ont commencé à dire que ça pourrait peut-être augmenter le risque de fuite de lâchage de suture et donc de fuite anastomotique. En fait, si on reprend en détail toute cette littérature, on voit qu'il y a une grande majeure partie des études qui est mal faite ou méthodologiquement ou qui est rétrospective. Et surtout, dans aucune de ces études ne sont étudiés les facteurs de risque de fuite, qui sont notamment l'hémodynamique péropératoire, qui n'est jamais connue, les facteurs de risque des patients, qui sont les comorbidités sévères, la malnutrition et la chirurgie techniquement difficile. Et donc, la conclusion de la dernière méta-analyse sur le sujet et les recommandations des sociétés savantes que vous voyez en dessous, les recommandations ERAS et les recommandations SFAR, vont plutôt dans un sens qu'il y a un bénéfice à faire des AINS et que quand il n'y a pas de contre-indication du patient, par exemple une insuffisance rénale, il faut absolument faire des AINS sur une durée courte de 48 heures en post-opératoire parce qu'il y a un bénéfice en chirurgie colorectale en termes d'analgésie en post-opératoire. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup, Hélène. J'ai envie de rebondir tout de suite sur ces histoires d'AINS. Donc, on a compris le message, il faut en faire sur des durées courtes. On nous pousse aussi à faire de la dexaméthasone. Est-ce qu'on a intérêt à associer la dexaméthasone avec les anti-inflammatoires non stéroïdiens? Oui, alors la dexaméthasone, c'est un bolus unique et on a un véritable bénéfice analgésique parce qu'en fait, l'association des deux procure une meilleure analgésie sans augmentation. Il n'y a aucun effet secondaire associé qui était rapporté dans la littérature de l'association des deux. Donc il y a clairement un bénéfice, vous avez moins de nausées, vomissements et vous avez un bénéfice analgésique à associer les deux. Donc oui. Il y a un de nos auditeurs qui nous demande où est-ce qu'on trouve les affiches que tu nous as montrées sur le jeûne. Alors l'affiche sur le jeûne, elle est sur le site de la SFAR à disposition. Vous pouvez l'imprimer, en faire comme nous, on les a imprimés, plastifiés et mis dans les services et donnés à disposition des patients. Donc c'est sur le site de la SFAR. L'alimentation l'après-midi, c'est quoi? C'est un premier bouillon ou c'est un steak frites? C'est entre les deux. C'est d'abord, il faut demander aux patients de quoi ils ont envie. Il ne faut pas leur donner, s'ils n'aiment pas le jambon, on ne va pas leur donner du jambon. Voilà. Donc il faut leur donner quelque chose dont ils ont envie. Il ne faut pas les forcer, petit 1. Petit 2, il faut leur donner quelque chose dont ils ont envie. S'ils ont envie de quelque chose de plutôt sucré, c'est plutôt une compote ou un yaourt. Et c'est plutôt quelque chose de léger. Et après, si on veut aller un tout petit peu plus loin, nous, on a commencé à travailler un peu sur la forme. C'est-à-dire qu'on ne donne plus des barquettes en plastique. On a réussi, mais c'est compliqué, mais bon, on peut faire un circuit avec des vraies assiettes. Et ça compte beaucoup, la présentation. C'est-à-dire qu'on ne présente pas une barquette en plastique qu'on ouvre comme ça et ça a goût de plastique. Quoi qu'on y fasse, ça a goût de plastique. C'est une assiette normale, en faïence, avec servi dedans, et ça donne beaucoup plus envie de manger. Mâcher du chewing-gum, ça marche ou pas, ça? Alors, mâcher du chewing-gum, oui, ça marche. La littérature va dans le sens où ça fonctionne. Ça fonctionne pourquoi? Parce que ça fait mastiquer. Mastiquer, ça fait sécréter des enzymes salivaires qui accélèrent la reprise du transit. Donc il y a un intérêt. Maintenant, on vient de dire depuis 10 minutes là, qu'il fallait manger. Donc si on mange, c'est exactement le même effet. Donc c'est un effet manger-like. Donc si on mange, il n'y a pas d'intérêt à avoir du chewing-gum. Ce d'autant que là, c'est l'écolo bio qui est en moi qui parle. Le chewing-gum, ça pollue et puis c'est plein de E171 et B392. Donc si on mange, il n'y a pas besoin de chewing-gum. Et si on a des nausées-vomissements? Si on a des nausées-vomissements, alors normalement,
il faut les prévenir avec le score d'Apfel, pas refaire. Mais même si on a fait la prévention et qu'on a des patients avec des nausées et vomissements, surtout, il faut retenir certains qui ont la sonde nasogastrique facile. C'est pas parce qu'on vomit qu'il faut mettre une sonde nasogastrique. Au contraire, les patients ils auront encore plus envie de vomir. Donc, on fait le traitement adapté. Par exemple, on fait de l'ondansetron si on n'en a pas fait jusqu'à présent. Et généralement, alors dans notre expérience, on a fait quand même un certain nombre maintenant de chirurgie colique en réhabilitation rapide avec une durée de séjour de 2 jours. Ça peut nous arriver d'avoir des vomissements, mais c'est une fois et ça se traite avec l'ondansetron et ensuite on n'a plus de vomissements. Pascal, tu voulais faire un Oui, commentaire? moi j'ai une question pour Hélène. Et au sujet de la gestion de la volémie en péropératoire sur de la chirurgie colorectale, qu'est-ce que tu en penses? Alors, j'ai pas eu le temps d'en parler, mais effectivement, c'est un élément majeur de la réhabilitation rapide. C'est qu'il faut monitorer la volémie parce que spontanément, on remplit toujours trop les patients. Et trop de remplissage, ça casse les bénéfices de la RAC très clairement, puisqu'on a plus de complications. D'abord, la reprise du transit, elle est vraiment retardée. Vous pouvez faire une comparaison chez vous, un patient que vous avez trop rempli versus un autre. Vous verrez qu'ils ne reprennent pas leur transit au même moment. Donc, il faut absolument se modérer sur le remplissage. Et pour pouvoir se modérer, il faut monitorer, mais de façon non invasive. Parce que là, on est dans de la réhabilitation rapide, la chirurgie qui est devenue légère, entre guillemets, avec de la celluloscopie. Donc, on peut monitorer le remplissage de façon non invasive et pour adapter son remplissage, puisqu'on a un bénéfice sur la sortie rapide du patient, ça c'est sûr. Est-ce qu'il faut aller plus loin et changer nos techniques d'anesthésie? On nous demande la kétamine, la lido-IV, l'anesthésie sans opiacé. Est-ce que tout ça a une place actuellement dans la prise en charge de la chirurgie colique standard? Alors, c'est sûr que si on veut des réductions des durées d'iléus, il va falloir diminuer les quantités d'opiacés. Ça, il y a un lien direct. Donc, il faut réduire la quantité d'opiacés qu'on donne en péropératoire ou en post-opératoire. On a à notre disposition beaucoup de techniques, que ce soit de la LR ou de la lidocaïne IV ou la kétamine, pour pouvoir permettre de réduire les opiacés. L'opioïde free anesthésia, c'est autre chose. Le niveau de preuve, pour le moment, il est faible. J'en parle de façon assez libre parce que j'en fais. Et le niveau, je ne peux pas le recommander là aujourd'hui parce qu'il y a une courbe d'apprentissage qui est assez importante et qu'on ne sait pas encore exactement quel est le périmètre dans lequel on va se permettre de faire de l'opioïde free anesthésia. Mais en tout cas, qu'il faille aller dans ces pratiques de tous les jours vers, à chaque moment, je réfléchis à qu'est-ce que je peux faire pour consommer moins de morphinique, ça c'est certain. Les laxatifs, est-ce que ça marche pour la reprise du transit intestinal? Non. 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 Ça ne sert pas à grand-chose. Et c'est pas ça qui va faire reprendre le transit plus rapidement. Ce qui fait reprendre le transit plus rapidement, c'est de le stimuler en mangeant. Très bien. Alors, on va peut-être donner la réponse au quiz, puisque les avis sont très très partagés. On a 58% de nos auditeurs qui considèrent que 7 jours, c'est vrai, c'est la durée moyenne de séjour pour une chirurgie colique en 2016 chez des patients de niveau de sévérité 1. Alors c'est quoi la bonne réponse? Vous aviez raison, mais moi j'étais surprise quand j'ai appris que c'était 7 jours, parce que moi j'aurais dit 5. Mais non, en France, la durée moyenne, c'est 7 jours. Donc effectivement, c'est 7 jours. Et vous verrez vite, quand vous faites de la RAC, au début, vous ne vous donnez pas d'objectif de durée de séjour. On se met dans le programme et on va voir. Et puis très rapidement, vous vous rendez compte que nous, ils sortent à J2. Parce que les patients peuvent tout à fait sortir à J2. Alors qu'au départ, si on avait dit J2, on aurait dit « Ouh là là, c'est court ». Et en fait, non. Merci beaucoup. On va passer à un autre modèle chirurgical. Et on a convié donc, le docteur Thierry de Polignac, qui est chirurgien, et ça illustre ce qu'on dit depuis le début, c'est-à-dire que la mise en place de la RAC, c'est un travail d'équipe, il faut travailler en grande proximité avec les équipes chirurgicales, et Thierry de Polignac, il a une grande expérience sur les PTG, mais aussi les PTH, Thierry, en ambulatoire, ou en tout cas en RAC, avec certaines même qui vont jusqu'à la prise en charge ambulatoire. Alors, j'ai envie de poser un peu la même question que celle qu'on a posée pour le côlon. On va demander à nos éditeurs quelle est, selon eux, la durée moyenne de séjour pour une prothèse totale de genou en 2016, sans niveau de sévérité, au niveau de sévérité 1, donc sans comorbidité. Est-ce que cette DMS est... on avait fixé la valeur à 4 jours. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est 4 jours ou est-ce que c'est pas 4 jours? Donc,
pendant l'exposé de Thierry de Polignac, vous allez pouvoir répondre à cette question. Thierry, je te passe la parole. Bonjour à tous. Je remercie l'ASFAR et les organisateurs de ce e-congrès d'avoir invité un chirurgien parmi eux. Et ça montre effectivement ce travail d'équipe qui est essentiel. Et comme Karem Slim l'évoquait, on parlait de binôme avec le chirurgien et l'anesthésiste. Et maintenant, il va falloir parler de trinôme parce qu'il va falloir associer de façon essentielle pour la préparation de nos patients le corps paramédical. Et donc, pour aller dans des éléments nouveaux qui n'ont pas été encore dits autour de cette table, je vais insister sur 5 points. Donc, l'éducation thérapeutique du patient qui va être faite effectivement par une infirmière. Et c'est essentiel que le patient entende le même discours, la même éducation, les mêmes informations par différents intervenants. Et ceci a plus de poids qu'un chirurgien qui va passer 2 fois plus de temps en consultation. Je pense qu'il est plus bénéfique pour le patient d'avoir le même temps de consultation chirurgicale, le même temps de consultation anesthésique et d'additionner un temps infirmier où le patient va poser d'autres questions. Il sera peut-être moins terrorisé et posera des questions beaucoup plus pratiques. Et on n'imagine pas toujours quelles sont ses angoisses. Ce n'est pas toujours le matériel de la prothèse, mais des problèmes beaucoup plus pratiques. Alors, dans la chirurgie viscérale, il y a une éducation qui est faite évidemment par aussi les diététiciens. Et en orthopédie, on va associer l'éducation avec le kiné, parce qu'il est bien plus logique d'apprendre à une dame patiente de 70 ans de marcher dans des escaliers avec des béquilles avant d'être opérée, plutôt que le soir même ou le lendemain, ça sera beaucoup plus angoissant pour elle. Le kiné va pouvoir aussi lui faire visiter le service d'orthopédie. Et je fais souvent l'analogie avec la préparation à l'accouchement, où une femme qui va accoucher en France, on va la préparer. On va préparer aussi son coach, qui est son conjoint, pour qu'elle puisse connaître les lieux. Et on va donc diminuer l'angoisse, ce qui va permettre aussi naturellement de diminuer la prémédication et tout ce qui va avec. Deuxième point, alors pour la prothèse de genou, on a 2 jambes et on a besoin de 2 jambes pour marcher. Et donc, en tant que chirurgien, moi j'ai essayé de demander à mes anesthésistes avec qui on travaille, s'il vous plaît, ne faites pas de bloc fémoral. Oui à l'analgésie multimodale contre la douleur, mais essayons de sauver le verrouillage actif du genou pour marcher. Je pense que dans la RAC, et même jusqu'à l'ambulatoire, il faut arriver à démédicaliser le patient pour le rassurer. Et un lever précoce, 4 heures après l'intervention, si le patient peut le faire, même sans béquille, en marchant, ceci va le rassurer. S'il n'a pas peut-être une pompe à la racine de la cuisse, un petit tuyau, voilà, tous ces éléments sont des éléments qui démédicalisent et qui aident donc à une récupération plus rapide. Ensuite, il faut se remettre en cause. Alors pour le confort du chirurgien, on peut mettre un garrot. Pour le confort de l'anesthésiste, on peut faire une grosse anesthésie bien lourde. Mais il ne faut pas qu'on oublie le rôle qu'on a, c'est pour notre patient. Et en fait, il faut faire tout ce qui est bien pour notre patient, pas tout ce qui est bien pour nous, chirurgiens ou anesthésistes. Alors évidemment, faire une prothèse de genou avec un garrot, c'est super, ça ne saigne pas, c'est tranquille, on gagne 5-10 minutes, c'est propre. Mais un garrot, on sait que ça entraîne des lésions tissulaires au niveau de la cuisse, ça entraîne des douleurs, on sait que ça va entraîner une stase veineuse. Donc il faut changer nos habitudes pour le bien du patient. Et c'est vrai que pour faire des prothèses totales du genou en ambulatoire, la non-utilisation du garrot paraît un point essentiel et une grosse remise en cause. Ensuite, il y a plein d'idées reçues. Et vous verrez bon nombre de vos chirurgiens qui vous diront « moi je mets un drain, comme ça j'ai moins d'hématomes ». C'est une idée reçue qui est complètement fausse. Et la littérature est là pour nous le prouver. Sans drain, le taux de transfusion est diminué de l'ordre même de 35%. Donc, quand on saigne, vous aurez toujours l'infirmière qui va dire « ah, si le drain draine trop, il faut le clamper ».
eh ben, autant ne pas en mettre. Et en fait, avec un effet un petit peu de compression du site, ça va arrêter de saigner. Donc, plus de drain, que ce soit en chirurgie primaire ou en chirurgie de révision. 5e point, eh ben, même pour une prothèse du genou, on ne va plus en centre de rééducation. La sortie, elle doit être au domicile. Et la motivation du patient pour sa rééducation, il ne faut pas qu'il la trouve dans le centre de rééducation, il faut qu'il la trouve en lui-même. Et ça, il faut qu'on lui explique. Et donc, pour le chirurgien, c'est beaucoup plus long à expliquer à son patient qu'il ne va pas aller en centre, parce qu'en France, comme on dit, j'y ai droit. Donc, il faut lui expliquer qu'il va falloir qu'il s'auto-rééduque. Et ce principe est également un gros changement de mentalité. Et dans ma pratique, les patients qui vont en centre, eh ben, ça va être des patients qui sont seuls, pour qui on ne trouve vraiment personne, aucun coach, ou des patients qui ont vraiment des comorbidités associées très très lourdes. Mais ceci devient un point, donc des cas assez rares, et ce qui permet aussi donc d'anticiper la sortie, puisqu'on n'est pas là à entendre des centres de rééducation. Voilà, donc c'était 5 points très simples, puisque les chirurgiens sont simples. Et puis on va partir sur quelques petites questions. Bien sûr, bah, t'imagines bien qu'avec tout ce que tu viens de nous dire, et pour une fois qu'on tient un chirurgien parmi nous, on va le bombarder de questions. Alors, il y a une première question là, par un de nos auditeurs qui est de dire, ce que tu nous as dit, nous, on est extrêmement content d'entendre ça. Est-ce que dans le milieu de la chirurgie orthopédique, c'est tout ce que tu viens de nous dire, avec preuve à l'appui, preuve scientifique à l'appui, est-ce que c'est vraiment quelque chose qui est diffusé ? Il y a quelqu'un qui nous dit, si on ne peut pas faire de blocs fémoraux, que le chirurgien ne veut pas infiltrer et qu'on n'a pas l'habitude de faire d'autres techniques de blocs, qu'est-ce qu'on fait ? Alors je pense justement c'est un travail d'équipe. Et il va falloir protocoliser les choses et trouver, effectivement, s'adapter à chaque établissement, s'adapter à chaque équipe. Donc, notamment pour l'analgésie, hein, on a vu un petit peu dans la littérature, elle est multimodale et il n'y a pas une recette miracle. Hein, on a vu qu'il y avait des fois des blocs des adducteurs plus une infiltration intra-articulaire qui était efficace, d'autres qui faisaient que l'infiltration intra-articulaire comme je fais sans cathéter, d'autres qui associaient un cathéter pour une infiltration à J1. Donc pour l'instant, on n'a pas d'éléments scientifiques qui nous disent qu'est-ce qui est mieux. Moi, ce que je prône, c'est la simplicité aussi bien pour l'équipe que pour le patient. Donc si on dit que faire une infiltration intra-articulaire simple, c'est aussi efficace que d'y associer un bloc ou un cathéter, je fais simple. Je fais que l'infiltration intra-articulaire. Thierry, est-ce que tu sais au départ, quand tu vois le patient en consultation pour la première fois, si il va être pris en ambulatoire, si tu vas pouvoir lui faire de la RAC ou si au contraire c'est un patient qui va avoir une durée de séjour très prolongée. Sur quels critères tu vas pouvoir savoir ça? Et est-ce que tu le dis aux patients? Alors la consultation de chirurgie, effectivement, avant on posait un diagnostic et on posait une indication. Et maintenant il va falloir y associer une prise en charge RAC. Alors la prise en charge RAC, je crois que tout le monde maintenant est d'accord pour dire que c'est 100% des patients. Il n'y a pas d'inconvénient. C'est comme la préparation de l'accouchement, c'est 100% des patientes. Et plus le cas est compliqué, plus on aura le bénéfice. Ensuite, pour le critère de sortie, je pense qu'avec l'expérience, on arrive pour tel ou tel patient à avoir une idée sur la date de sortie qui va être la mieux pour lui. Et donc, le choix de la date de sortie, je le dis au patient le jour de la consultation. Je ne lui pose pas de la question s'il le veut ou s'il ne veut pas. Ce n'est pas lui non plus qui va choisir le type d'implant. Ce n'est pas lui qui va choisir la voie d'abord. Il n'en a pas les capacités. Il est obligé de nous faire confiance. Et donc, la date de sortie, pour moi, c'est aussi un acte médical. Et donc, la phrase, elle est simple. C'est « Je vous opère d'une prothèse totale du genou en ambulatoire ». Il n'y a pas de question. Est-ce que vous voulez ou est-ce que vous ne voulez pas? Et de même, je vous opère d'une prothèse totale du genou et vous sortirez le lendemain. Donc, c'est noté sur la feuille de préadmission. Donc, c'est un choix que je fais, que j'explique aux patients. Et ensuite, la deuxième étape qui est essentielle, puisqu'on retrouve ce travail d'équipe, c'est qu'il y a une sorte de validation lors de la consultation d'anesthésie qui va valider cette date, qui peut éventuellement dire « Ah là, en ambulatoire, peut-être pas, parce qu'il y a un problème cardiaque, et on va la repousser ». Mais en fait, c'est assez exceptionnel.
Et donc le patient qui est préparé à sa date de sortie, s'il est en ambulatoire, le soir il sera habillé, il va attendre que je vienne en équipe pour le faire sortir. Celui qu'on a dit AG1, il est déjà un peu moins habillé parce qu'il sort que le lendemain. Et donc je pense que c'est vital. Alors évidemment, on n'a jamais mis un patient dehors, et je leur explique bien, parce que des fois il y en a qui sont inquiets, qui disent oui mais si je ne vais pas bien, et je leur dis je n'ai jamais mis un patient dehors, vous serez volontaire pour sortir, si vous ne voulez pas, vous ne sortirez pas. Et en fait, dans 95% des cas, les patients, ils sortent normalement. Est-ce que tu peux nous toucher un mot sur l'expérience que tu as en pré-opératoire et qui est quand même extrêmement originale, tu ne nous en as pas parlé, sur la préparation de tes patients pour cette chirurgie articulaire lourde en pré-opératoire? Alors, dans cet esprit d'équipe où on associe donc, le trinôme, nous on a maintenant une 4e personne qui est avec nous. Et en fait, c'est une candidature spontanée, quelqu'un qui fait de l'ostéopathie, de l'hypnose, et qui a dit « Ah, j'ai entendu parler de votre prise en charge RAC, de travail d'équipe, ça m'intéresse, j'aimerais bien travailler avec vous. » Donc c'est quelqu'un qui est en libéral, qui nous a proposé un petit peu ses services. Et donc, je propose à mes patients l'ostéopathie pour préparer le corps, l'hypnose pour préparer l'esprit. Alors, ce n'est pas quelque chose qui est obligatoire, que j'ai rendu obligatoire, puisqu'il faut quand même y croire. Et puis, malheureusement, notre système de santé fait qu'actuellement, ça n'est pas remboursé. Et donc, pour aussi cet esprit d'équipe, cet ostéopathe qui fait de l'hypnose, qui exerce en libéral, on lui a libéré un bureau. Donc, les séances sont faites à la clinique pour que le patient intègre aussi cet esprit d'équipe. Et on communique aussi par mail. Elle me dit « J'ai vu un tel, je lui ai fait ça ». Et donc, effectivement, je pense que c'est une préparation qui est optimisée et qui montre son bienfait. C'est en tout cas super intéressant. On va revenir sur une question un peu plus technique. En pratique, tu fais quoi vis-à-vis de la prophylaxie thromboembolique chez ces patients qui vont se mobiliser très rapidement? Alors moi, je fais beaucoup de chirurgie ambulatoire parce que je fais à peu près donc, 30 à 40% des PTG et des PTH en ambulatoire. Je suis quelqu'un de très très peureux. Donc je suis les recommandations qui sont celles en France, donc avec une prévention HBPM. Mais par contre, on commence à toucher du doigt le seuil où on a l'impression d'avoir plus d'inconvénients que de bénéfices sur cette prise en charge, puisqu'on a des hématomes, puisqu'on a des patients qui se mobilisent rapidement, alors qu'ils ne font pas de phlébite, puisque il n'y a pas de garrot qui bouge tout de suite. Donc pour moi, j'ai hâte que les recommandations puissent évoluer, qu'on soit dans les clous, comme dans les pays nordiques, en Australie, aux États-Unis, et peut-être que mettre un petit peu d'aspirine pendant quelques jours. Pascal, un petit mot sur ces recommandations? Sur les recommandations, je suis tout à fait d'accord avec Thierry. Malheureusement, on sait très bien que l'évolution va être de la réduction de la thromboprophylaxie, au moins sur la durée de l'hospitalisation, quand ils ne seront pas faits en ambulatoire, et que probablement ça sera de l'aspirine. Mais pour l'instant, malheureusement, on est un petit peu bloqué par des recommandations de sociétés savantes. Donc, je voulais revenir sur ce que tu avais dit tout à l'heure sur l'apport de l'hypnose et de l'ostéopathie dans la préparation du patient. Et il y a aussi je voudrais que tu me parles un petit peu de la préparation de l'accompagnant. Parce que quand un patient est opéré, un homme ou une femme est opéré d'une prothèse de genou en ambulatoire, il faut que l'accompagnant soit aussi au courant. Et nous, par exemple, sur Saint-Joseph, on a mis en place des réunions de groupe où on fait venir les accompagnants, où on leur explique un petit peu ce qui va se passer, parce qu'ils ont un rôle qui est très très important. Voilà, donc avant, on parlait toujours de conjoint. Donc là, maintenant, moi, j'ai enlevé le terme de conjoint, parce que je pense qu'il faut parler de... Alors, c'est un mot anglais, mais coach, parce qu'en fait, quelqu'un qui est seul, il peut avoir un ami, un cousin qui va l'aider. Alors, ce qui est très rigolo, c'est que dans les études, et ça montre bien que les femmes s'occupent peut-être plus que des hommes, c'est que dans les études d'ambulatoire, sur les prothèses de genoux et prothèses de hanche, il y a plus d'hommes opérés. Donc sûrement qu'il y a plus de femmes qui s'occupent de leur mari, qui savent mieux faire. Voilà. Et ensuite, la préparation du coach, elle est importante. Et donc, pour l'éducation thérapeutique avec l'infirmière et le kiné, ils doivent venir à deux, pour que effectivement l'accompagnant entende ce que dit l'infirmière ou le kiné ou le chirurgien, c'est très important. Et enfin, ce qui a été rigolo, là, on a fait un congrès à Annecy en juin 2016, et une des questions de l'auditoire, c'était « mais c'est très lourd pour le coach et tout ».
Donc c'était un homme qui avait été opéré, c'était une femme, et elle a dit, cette femme, moi j'ai passé une bonne journée parce que j'ai posé une journée de congé. Je suis venu à Annecy, j'ai passé la journée à Annecy, j'ai fait des courses, il est en ambulatoire et maintenant il est à la maison, j'ai plus besoin de faire des allers-retours à la clinique. Donc pour elle, c'était positif aussi. Eh bien, ça sera le mot de la fin. Merci, merci à vous quatre. Merci aux organisateurs. Je vous rappelle que cette session qui a été enregistrée, vous pourrez la voir pendant encore une année sur le site de la SFAR. Merci beaucoup à tout le monde. Bonne fin de congrès.